Voilà, bonsoir, bienvenue à cette conférence Start Impulse. Je vous remercie d'être venu au vu des circonstances un petit peu exceptionnelles ces derniers temps. Donc, on a été autorisé par l'autorité cantonale genevoise de quand même maintenir cette conférence ce soir. C'est pour ça qu'on vous demandait aussi les différentes coordonnées et adresses email, juste si vous demandiez pourquoi. Donc, bienvenue à cette conférence Devenir l'athlète de sa vie. Je vais rapidement faire une petite présentation en ce qui concerne IFJ aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui soutient les entrepreneurs dans l'ensemble de la Suisse et notamment dans tout ce qui est la création d'entreprises. C'est-à-dire que IFJ va accompagner des jeunes entrepreneurs à créer leur SA, SARL, réseau individuel et société non collective dans l'ensemble des démarches nécessaires. C'est-à-dire avec notre équipe de juristes et de notaires, on vous accompagne pour la rédaction des statuts, pour faire la demande auprès du registre du commerce et finalement créer votre entreprise et vous lancer comme entrepreneur. En parallèle, on a notre société sœur qui s'appelle VentureLab, qui est une société qui accompagne et aide les startups high-tech avec différents programmes peut-être que vous connaissez. Le programme le plus connu, c'est VentureKick, qui est une compétition où vous pouvez gagner jusqu'à 150 000 francs pour pouvoir vous aider à lancer votre projet. Deux conditions. D'une part, vous devez être parti d'une haute école suisse et de deux, être dans le domaine high-tech. Si vous êtes sélectionné dans une première étape, vous gagnerez 10 000 francs sous la forme de bourse. Ensuite, c'est 40 000 francs sous la forme de prêt convertible. Et finalement, si vous faites le grand chelem, c'est les 100 derniers 1000 francs. Pour 2020, il y a 5 millions à disposition de 80 startups. Et de ces 80, on en sélectionne 20 qui bénéficieront de 150 000 francs supplémentaires qui ont prouvé, qui ont le mieux performé. En parallèle, si vous avez des projets qui peuvent être intéressants pour la Confédération nous a mandaté pour 4 secteurs, Advanced Engineering, MedTech, Biotech et ICT. Donc, si vous avez un projet dans l'un de ces 4 secteurs, on vous encourage vivement à postuler. Et si vous êtes sélectionné, vous aurez accès à 5 jours de workshop répartis sur 6 semaines et bénéficier d'une formation de l'équivalent de 4 000 francs que la Confédération vous offre, qui vous donne accès à des coachs spécialisés dans ces industries. Par rapport à IFJ, on a une première mission, c'est de vous informer par le biais de nos cours de création d'entreprise qu'on donne ici à la FAIR, de manière quasiment mensuelle. Ensuite, on a aussi des cours en business plan pour vous former par rapport à la mise en place et la conception d'un business plan, notamment avec notre outil. C'est souvent difficile de faire des projections financières, donc on vous aide par rapport à ces aspects-là. Et finalement, des checklists pour suivre les étapes nécessaires à la mise en place de votre entreprise. Ensuite, c'est créer gratuit, donc c'est notre portail de création d'entreprise. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre de créer gratuitement une entreprise, donc je vais vous expliquer en quelques mots. Grâce à nos partenaires, notamment PostFinance et Swisscom, vous aurez les frais de création d'entreprise, notamment juridiques, qui vous seront offerts. Il restera de vous acquitter des frais du registre du commerce pour pouvoir créer votre entreprise. Et donc, ça concerne toutes les formes juridiques que j'ai mentionnées avant, SA, SARL, réseau individuel et société en nom collectif. Dès que vous rentrez dans notre écosystème, vous bénéficierez aussi des autres partenariats IFJ, que ce soit la mobilière, que ce soit Bexio, Google, Volvo. Vous aurez accès à une multitude de partenariats dont l'équivalent représente plus ou moins 5 000 francs d'offres promotionnelles. Et finalement, la dernière mission, c'est de vous aider à vous développer. Vous développez notamment, vous avez créé votre entreprise, c'est la mise à disposition de cours, notamment ici en Suisse romande, c'est des cours d'introduction à la comptabilité, introduction à Bexio, et c'est également ce genre de conférences qu'on fait aujourd'hui pour une transmission d'expérience entrepreneuriale, parce que c'est hyper important de pouvoir apprendre d'entrepreneurs qui ont déjà fait une partie du chemin, ou en tout cas, ils la vivent. Et on a aussi mis en place des nouveaux types d'événements en Suisse romande qui s'appellent Pitch in Bars. C'est le pitch de projet d'entreprise dans un bar. Donc on aura ici à Genève aussi un Pitch in Bars en collaboration avec la Fondetech. Ça aura lieu aux Halles de Lille. Et donc c'est pour tous les projets qui ont lieu dans la ville de Genève. Vous pourrez accès au coworking de Fondetech, un soutien des coachs de la Fondetech, du soutien de l'IFJ, l'accès au business plan tool, mais plus important, à une tournée de bière gratuite si vous remportez le pitch. Donc, sans plus tarder, je vais quand même laisser Soraya Francisco vous mener et guider à travers cette conférence aujourd'hui assez exceptionnelle. Je suis très, très content de pouvoir
aujourd'hui, avec aussi 2 invités qui accompagnent Soraya. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et sinon, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir. Je t'invite à t'installer confortablement sur ta chaise, à déposer ton sac, ta veste, sur le côté, à décroiser tes jambes, à partir de maintenant, ferme tes yeux et essaye de les garder fermés tout au long de la pratique, jusqu'au bout de l'expérience. Suis les instructions sans chercher validation autour de toi. Laisse-toi guider. Pose tes pieds au sol, repousse tes fesses contre le siège, étire ton dos en rentrant le ventre et en gonflant ta poitrine pour te tenir droit. Roule tes épaules vers le haut, vers l'arrière. Bouge ton corps comme tu le sens pour t'installer dans une position assise confortable, sans aucune gêne. Une fois bien installé, essaye de ne plus bouger et de garder les yeux fermés. Tu t'intéresses maintenant à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, de ta tête. Tu es ici ce soir, après une journée de travail. Pose-toi la question. Quel est le bilan de ta journée? N'essaye pas de faire un compte-rendu lié à ton activité professionnelle, mais demande-toi, quelle couleur est ta météo intérieure? Quel est ton bilan personnel? Que ressens-tu? Ressens-tu une émotion en particulier? Ou des douleurs dans ton corps? Peut-être une pression dans le bas du dos, une lourdeur dans les épaules, une crispation dans la nuque, ou peut-être absolument rien. Il s'agit ici d'observer, de lâcher prise sur l'extérieur et de te connecter à ton intérieur, là où tout se passe, là où naissent tes envies, là où naissent tes idées, tes peurs, tes motivations. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir, à écouter, à te laisser guider. Imagine-toi en observateur de toi-même. Et demande-toi si les émotions que tu ressens ont leur place. Si l'intensité de ces émotions, si l'ampleur de la place qu'elles occupent, sont-elles bénéfiques pour toi? Continue d'explorer et d'observer. S'il y a une personne et un lieu qui vaut le coup d'être connu sous toutes ses facettes, c'est toi. Pour en connaître et comprendre les peurs, les envies, les plaisirs, comprendre ce potentiel caché, ta véritable nature. Toi seul sais qui tu es, ce que tu veux, ce qui te fait vibrer. Es-tu sûr d'être toujours présent? D'être à 100% ici, dans ce que tu fais maintenant? Essaie de garder les yeux fermés. Si tu t'évades dans tes pensées, c'est ok, c'est normal. Le plus important est de revenir à ce que tu fais, de revenir à l'expérience, de prendre les commandes de ton mental. Observe maintenant le mouvement naturel de ta respiration.
Ressens tes muscles se détendre à chaque respiration. Ton seul objectif, ton seul sujet de concentration maintenant est ta respiration. Essaye pendant les prochaines secondes de ralentir le rythme de ta respiration. Pour t'y aider, imagine une vague à l'intérieur de toi que tu stimules avec ton souffle. Cette vague prend naissance au bas de la colonne pour atteindre son pic au sommet de ta tête. À l'inspiration, tu élèves cette vague jusqu'au sommet et à l'expire, la vague retombe jusqu'au bas de la colonne. Continue. À l'inspire, de bas en haut et à l'expire, de haut en bas. Reste présent. Il s'agit ici de penser à ce que tu fais, d'observer ce que tu ressens. Continue de stimuler ces zones de ton corps. À l'inspire, tu commences par gonfler bas-ventre, nombril, à repousser tes côtes, à élever ta poitrine. Et à l'expire, la poitrine redescend, les côtes se resserrent, le ventre se contracte. Le travail consiste à apprécier ce que tu vis maintenant, à cultiver ton état de présence, de concentration et de liberté, de pensée et d'action, de montrer au corps et au mental qui décide. Il ne s'agit pas d'entrer dans un nouveau monde, mais d'élargir l'existant. De ne pas te limiter, ne plus avoir peur, mais de continuer à évoluer, à te surpasser, à être heureux. Et reviens tout doucement. Commence à bouger tes mains, tes pieds, tes épaules. Bouge comme tu le sens. Si tu ressens le besoin de t'étirer, étire-toi. Bonsoir à tous. Je vous laisse revenir en douceur. Par contre, je suis pas sûre de savoir comment fonctionne ce truc. Super, très bien, merci. Alors, bonsoir, merci d'avoir joué le jeu, d'être allé au bout de cette expérience. Certains pratiquent peut-être la méditation au quotidien, d'autres de temps en temps. Certains n'ont peut-être jamais pratiqué de méditation ou ont décrété que c'était une pratique qui n'était pas faite pour eux. Quoi qu'il arrive, tous ces scénarios sont possibles et sont valables, vu que ce qui fait foi, c'est ce qui résonne juste en toi. Ce qui est dans ta tête, ce que tu as construit au fil du temps en fonction de tes croyances, de ta culture, de ton éducation. Par exemple, pour moi, la méditation a évolué au fil du temps. Je m'appelle Soraya, j'ai 34 ans, née à Genève, de parents portugais commerçants. Donc autant te dire que le mot méditation n'a jamais été évoqué pendant mon enfance et mon adolescence. Mais j'avais une idée de ce que c'était, et c'était une pratique qui m'intéressait, mais je ne me suis jamais penchée davantage. J'ai eu ma première expérience en méditation et yoga à 17 ans. Je me suis toujours intéressée parce que j'ai toujours été une personne très dans le mental, un peu introvertie. Et j'ai trouvé cette pratique très intéressante, mais j'avais 17 ans, je ne me voyais pas non plus l'inclure dans mon quotidien. C'était trop une perte de temps et puis inutile à ce moment-là. À 20 ans, je décide de partir à Paris pour faire des études de mode en fashion business. Marketing, communication du luxe, je fais pas mal de stages en marketing. Et premier vrai job dans une conciergerie privée de luxe, John Paul, qui est aujourd'hui l'un des leaders du marché. Donc ça a été très formateur pour moi. Je suis arrivée là-bas en tant que rédactrice mode. Et au fil du temps, j'ai atteint donc finalement, au bout de 3 ans, être manager en marketing digital. Et c'est là où, bizarrement, j'ai eu ma deuxième expérience de la méditation. Dans mon équipe, il y avait Morin, un bouddhiste fervent pratiquant de méditation,
qui me voyait souvent stressée devant mon ordinateur et qui me disait tout le temps « Sauf, il faut vraiment que tu te calmes, recule, essaie de reculer de ton ordi, de regarder à travers la cour. » On avait une belle cour intérieure avec plein de végétation. Et il me dit « Prends 2-3 longues respirations, regarde par la fenêtre, regarde le ciel bleu. » Bon, clairement, la première fois, je lui ai dit « Écoute, Morin, t'es sympa, mais j'ai une campagne qui part dans 1 heure, j'ai un meeting dans 2 heures, j'ai clairement pas le temps de faire ça. » Puis un jour, j'étais vraiment au bout de la crise de nerfs et je lui dis « Ok, vas-y, dis-moi. Comment ton truc fonctionne et tout. » Donc il me dit « Ok, donc tu t'éloignes de ton bureau, tu fermes les yeux et tu respires, mais tu prends 3 longues respirations en essayant bien de sentir ce qui se passe. » Ok, je le fais. Et étonnamment, enfin pas si étonnamment que ça maintenant, mais ça a marché. Je suis revenue derrière mon PC et j'étais beaucoup plus focus, beaucoup plus performante et concentrée sur ce que j'avais à faire. Bon, ça n'a pas empêché qu'au bout de 3 ans, j'ai quand même fait un burn-out. Et je suis partie au Brésil, où là j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale, j'ai ouvert ma première entreprise, conciergerie privée de luxe, donc j'ai pris le même modèle que John Paul et j'ai fait la même chose au Brésil. Bon, première erreur de débutante, j'ai pas du tout étudié le marché, j'ai juste refait exactement la même chose, sauf que j'étais au Brésil et pas en Europe, donc c'était hyper difficile de travailler avec des prestataires de services, de répondre aux attentes de clients fortunés qui avaient l'habitude d'avoir des qualités de service en Europe que je pouvais pas leur fournir au Brésil. Finalement, je décide d'arrêter. Et deuxième burn-out, puisque j'arrête premier échec entrepreneurial. Bon là, ça a un peu mieux passé vu que j'étais au Brésil, au soleil, avec des caipis, donc forcément, j'ai réussi. Je me suis dit, autant faire un travail d'introspection et de voir et de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? J'en avais marre, en fait, de me dire, j'ai pas envie de faire ce qu'on m'a dit de faire. J'ai pas envie de continuer à dire oui. J'ai envie de me lever tous les matins et de me dire, ok, je suis heureuse de faire ce que je fais. Quelle est ma passion? Qu'est-ce qui peut me stimuler et me faire sourire tous les matins en me levant et me dire que je vais le faire de manière facile, de manière innée. D'où je me suis formée en yoga, pratiqué différents arts martiaux, gradée dans différents arts martiaux, et commencé à donner des cours. Je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est inné, c'est facile. Et j'ai commencé donc à créer mon business plan. Et je suis rentrée à Genève. Je suis rentrée à Genève après 10 ans loin de Genève, et j'ai ouvert le studio Soham, qui est un centre de thérapie et de pratique physique et spirituelle qui est situé au Paquis. J'ai ouvert ça en mars 2016, donc je suis arrivée sans argent, sans clientèle, encore moins de notoriété. Mais j'étais déterminée. Je savais exactement, j'avais une vision en fait de ce que je voulais faire et je n'avais pas le choix que de le faire en fait. Et tout s'est mis en place de manière très fluide, très naturelle. Et finalement, donc, j'ai ouvert, comme je le disais, en mars 2016. Je fête 4 ans là, le 17 mars. Et je viens récemment de signer pour un deuxième lieu. Donc, c'est des belles surfaces, des beaux centres. Premier centre, 230 mètres carrés. Deuxième centre, 330 mètres carrés. Je parle des surfaces parce qu'on sait qu'entrepreneur, avoir une arcade commerciale à Genève, c'est de grosses responsabilités et des charges assez lourdes. Et je suis ici pour ce soir, justement, pour partager avec vous mon expérience de la vie, puisque tu sais, en tant qu'entrepreneur, que la vie pro prend vite le pas sur la vie perso, que tout s'entremêle, qu'il s'agit d'avoir conscience en fait que tout part de nous, qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes les chefs d'orchestre qui donnent le rythme, les coachs qui motivent et les entraîneurs qui révèlent les compétences des équipes. Cet exemple avec la méditation que j'ai donné au début, c'est surtout pour soulever une vérité à intégrer, à assimiler, qui est que nos croyances sont solides et qu'elles construisent justement la vision qu'on a de la vie, la vision qu'on a de notre business. Ce qui revient à dire qu'on crée notre réalité en fonction de ce qu'on connaît, des schémas qui sont ancrés. On parle énormément aujourd'hui de bien-être personnel, de s'aimer, de routine sportive, et c'est exactement ça. Quand on parle d'athlète, un athlète, il pense à lui, il pense encore à lui, et il pense toujours à lui. Et ce soir, je te propose d'avoir un regard neutre, attentif, curieux, de mettre de côté tes croyances, ton environnement, tes jugements, d'aborder les thèmes de cette conférence comme si ton mental était à nouveau vierge, sans information, sans besoin de comprendre, d'analyser. Je te propose de te glisser dans la peau d'un entrepreneur et d'un athlète genevois, d'y découvrir les similitudes, les challenges, les leviers d'action. Il s'agit ce soir de créer ton équipe et de jouer le match de ta vie. Et justement, j'ai le plaisir de vous introduire 2 pépites d'êtres humains, Vincent Sasso, joueur au FC Servette, et George Bovring, entrepreneur et fondateur
de The Hamburger Foundation, de l'espace Bronzette qu'on adore. Bon, merci d'être venu. Merci d'être là. Il ne faut pas que j'oublie mes notes, sinon moi, quand je m'emballe, après, je ne sais plus du tout ce que j'avais dit. Bonsoir. Ça marche. Ouais, bonsoir. C'est bon, ça marche. Donc, je vous ai invité ce soir justement pour échanger sur les sujets qui nous concernent ce soir. Surtout les entrepreneurs donc on fait face tous les jours à des responsabilités, à du stress, à l'échange avec l'autre. Et on se retrouve facilement, rapidement dépassé par ce qui nous arrive. Et je me suis toujours demandé, OK, comment est-ce que je peux faire face justement à ce stress, à cette pression, à tout ce challenge. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, encore plus maintenant que le studio SOAM, où je baigne là-dedans tous les jours. Et j'ai été toujours fascinée justement par l'athlète, par la détermination qu'il a, la rigueur, ce fait de dépasser tout le temps, d'être toujours mieux, de toujours viser plus haut. En fait, l'athlète construit sa vie, son quotidien en fonction de son sport. Il répartit son temps selon les différentes activités mises en place pour être au top physiquement et mentalement. Ce soir, on évoquera justement plus particulièrement le foot, avec Vincent, pour en découvrir les similitudes et les challenges pour un entrepreneur à travers Georges. En ce qui me concerne, quand je suis revenue du Brésil, quand j'ai ouvert SOAM, j'ai passé 3 mois à étudier le marché, à tester les différents cours de yoga, à voir comment est-ce que la clientèle fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait qui était fait, qui était bien, qui était moins bien fait, où est-ce que je pouvais peut-être m'insérer dans le marché, est-ce que selon ce que je voulais proposer, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était correct. Et donc que ce soit avant un match, ou que ce soit avant de créer l'entreprise ou lancer un nouveau produit, il s'agit de commencer par avoir une vision globale du jeu, du marché. Est-ce que ça marche? Non. Comment est-ce qu'on fait? Ah voilà. Donc justement, Vincent, toi qui fais face à la compétition chaque week-end, et depuis, dépendant des différents clubs que tu as pu intégrer, selon toi, quel est le rôle d'un coach? Est-ce que c'est important dans la mise en place d'un schéma tactique avant les matchs? Ouais, clairement. Donc le coach, c'est un peu le guide, c'est un peu celui qui montre le chemin, donc peut-être comme un chef d'entreprise. Donc, c'est important, tu as toujours un côté tactique dans le sport, et c'est vrai que c'est lui un peu qui va guider les joueurs et mettre en place, selon l'adversaire, les différentes tactiques à adopter. Ok. Et donc toi, Georges, quand tu as décidé de devenir le roi des burgers, quelle a été ton approche face au marché par rapport toujours à cette vision globale, de dire, OK, j'ai mon terrain de jeu, j'ai moi, mes adversaires. Enfin, comment est-ce que tu as fait? D'abord, on a analysé le marché. On a créé une boîte avec des vieux potes. Donc, ça venait aussi de là. C'était pas un business pour se faire pour se faire une tonne de fric. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs un peu dans la restauration qui sont là, mais c'est pas le business dans lequel on se fait le plus d'argent. Mais c'est l'un des business dans lequel on s'éclate le plus. Et puis, quand on a commencé, c'était en 2012. On était encore l'un des premiers, disons, burgers sur le marché. Donc, il y avait une niche. Okay. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on en profite. Moi, je suis anglais à la base, donc on voulait un petit côté aussi anglophone dans le brand et dans la marque. Et à la base, on voulait ouvrir un restaurant, mais on n'avait pas assez de pognon. On n'avait pas encore la mobilière et Swisscom et Post Finance qui pouvaient nous filer un coup de main. Et les équipes là-bas. Et donc, du coup, on a ouvert un food truck parce que c'était l'un des moyens les moins chers, mais aussi le plus simple pour se faire remarquer et de tester nos produits sur le marché sans trop se planter. C'était au début que les food trucks étaient justement acceptés ou il n'y avait pas encore de food truck. Il n'y avait pas encore de food truck, ok. Donc, tu as vraiment vu qu'il y avait un truc à faire et puis du coup, ouais. Et donc, du coup, on s'est heurté à l'esprit européen d'entrepreneur comparé à... Il y a une grosse différence entre les Américains et les Européens, ou disons plutôt les Suisses, où les Suisses, ils ont plutôt tendance à dire non à tout jusqu'au moment où on peut les convaincre. Et les Américains, c'est tant que ce n'est pas interdit, on peut le faire. Okay, et donc, on s'est lancé dans un esprit un peu américain en disant qu'il n'y a pas de loi sur les food trucks, donc vas-y, on le met au bord de la route. Et puis, personne ne savait comment nous traiter. Et donc, on avait cette niche et ce marché où on pouvait bien s'éclater. OK. Ouais. Donc c'est ça qu'on peut voir, que ce soit au niveau athlète ou entrepreneur. On commence par définir justement son terrain de jeu, les adversaires, les concurrents qui sont là, qui sont en place, pour identifier les règles
quels sont les tarifs qui sont pratiqués, les stratégies, où sont localisés justement les différents concurrents, pour ensuite créer sa vision du jeu en étant toujours audacieux, créatif et authentique envers soi-même. Comme tu disais, c'est parti de là, ça part d'une vision, ça part d'une idée, d'une passion. Et construire sa vision, c'est justement dans le but de gagner le match, d'avoir une vision qui est réaliste en fonction du marché et qui est personnelle, quelque chose qui nous stimule et qui va pouvoir driver justement cette envie de toujours aller plus loin. Et pour créer cette vision, on a besoin de s'entourer de personnes compétentes pour atteindre cet objectif. Et pour être juste dans la création de son équipe, qui est la phase qui vient ensuite, après qu'on ait identifié les différents acteurs du marché, on commence par identifier son propre positionnement dans son équipe. Donc, il s'agit d'abord de connaître ton positionnement pour définir les compétences nécessaires dans ton équipe. Et donc justement sur le terrain, Vincent, vous avez chacun votre rôle. Si on vient comparer, donc là c'est vraiment au niveau de toi, au niveau athlète et au niveau de ton jeu. Ton rôle sur le terrain, est-ce qu'il est figé et strict, ou est-ce que les instructions de ton coach offrent-elles justement une part de créativité? Alors, c'est assez ambigu parce qu'on a chacun notre rôle. Ouais, Donc, ouais. par exemple, moi je suis défenseur, mais chacun a son rôle. Tu as les attaquants, ceux qui doivent marquer des buts, le gardien. Mais après, chaque joueur est différent et chaque joueur apporte sa créativité. Donc, Ok. une situation pour moi va pas être vue de la même façon par quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi qui fait, entre guillemets, le joueur et la différence. Donc le coach, il est surtout là pour ajuster et puis vous guider pendant le match. C'est ça. Mais après, voilà, la situation qui va se présenter, c'est moi qui vais l'analyser, c'est moi qui vais faire ce que je pense être le mieux sur l'instant T. Le coach, il te donne des outils et tu vas travailler toute la semaine par rapport à ce que tu dois faire, ne pas faire. Mais le jour du match, si je décide de faire l'opposé, Donc tu as une Voilà. grande part de liberté. tu as clairement une part de liberté, même si à la base, chacun a un rôle. A un rôle. Ouais. Et justement, pour toi, Georges, gérer plusieurs établissements, situés dans différents quartiers, répondant à différents profils de clientèle, quels ont été les premiers membres de ton équipe, les premières personnes que tu as embauchées? Alors, la première personne qu'on a engagée, c'est une nana qui s'appelle Marina Rollman, qui est actuellement Qui est là? qui est là. Voilà, non, ça aurait été beaucoup plus drôle, mais Marina, c'est une vieille pote d'enfance, et puis on a ouvert le food truck, et puis on se retrouvait déjà submergés, et puis Marina qui en avait marre de la pub, avait besoin d'un petit boulot assez simple pour commencer à écrire ses gags et puis les tester sur des clients. C'est à cause d'elle qu'on tutoie tout le monde dans les restaurants, Ah, ça, tu m'avais n'importe dit. quel âge. Et donc Marina, c'est la première qu'on a engagée. Donc c'était des potes, en fait. On a commencé par des amis et des petits frères et petites sœurs d'amis qui sortaient du nid, qu'on arrive à choper pendant l'été pour pas les payer au lance-pierre, mais pas non plus on ne pouvait pas se permettre des professionnels de la restauration. Donc c'était friends and family, disons, le réseau. Donc tu l'as pas fait forcément en fonction de, ok, je sais que mes compétences professionnelles, que je suis douée là-dedans et que je sais faire ça facilement, donc je vais prendre quelqu'un qui sait pas faire ce que je sais faire. C'était pas du tout ça ta stratégie au niveau de l'embauche de ton personnel? Non, au départ, non, parce qu'en plus, on faisait un produit assez simple. Si je faisais les machins moléculaires avec, je sais pas, qu'il fallait congeler et tout, peut-être qu'on aurait pris d'autres gens. Mais on voulait surtout... Le but d'avoir créé une boîte avec des gens que je connaissais, c'était d'abord de s'éclater. C'était d'avoir un truc où on pourrait se marrer. Et puis, on se marrait encore plus avec Marina dans le food truck. Et au fur et à mesure, les gens, et ce que j'aime bien, c'est nous, on a actuellement, l'été, on arrive à 250 jeunes qui travaillent pour nous, il y a beaucoup d'étudiants, et c'est beaucoup de gens où c'est leur premier boulot, et c'est intéressant de voir comment les gens ils réagissent sous moments de stress, ou sous des moments un peu d'angoisse, ou s'ils sont en retard, parce qu'ils sont tous sortis le soir d'avant, ce qui nous arrive tout le temps, parce que c'est comme ça qu'ensuite on arrive à les placer dans les différents restaurants, dans les différents quartiers, pour ensuite créer des cultures d'équipe dans chaque quartier. On ne raconte pas tout, on va en parler après. Merde. Ouais, non. Donc justement, on parle de justement définir cette vision globale pour définir après l'animation globale sans imposer un style. C'est là justement ce qui est intéressant de voir au niveau du coach. Donc il instaure, en fait, il guide les différents joueurs sur le terrain sans forcément leur imposer un jeu, vu qu'il y a toujours cette part de liberté. Donc on compose son équipe selon les compétences
manquantes nécessaires pour jouer le jeu. Sans oublier, justement, comme tu l'as précisé, d'y garder cette part de plaisir. En tant qu'entrepreneur, on l'oublie très rapidement parce qu'il y a plein de responsabilités, on doit répondre à plein d'échéances, et puis on est vite submergé par tous ces problèmes. Et puis du coup, on se dit, mais en fait, pourquoi à la base j'ai décidé de créer ce business? Pourquoi je me suis lancée là-dedans alors que maintenant, je prends même plus de plaisir dans ce que je fais? Donc c'est justement ça qui est intéressant avec l'athlète, c'est que l'athlète, il décide à la base de vivre de sa passion. Donc il décide de faire ce qu'il aime tous les jours. En tant qu'entrepreneur, il est important de garder cette part de plaisir qui stimule, qui motive, qui permet justement d'exceller dans ce qu'on fait, comme le sportif qui permet d'exceller dans son sport. Donc ces éléments sont vraiment essentiels pour gagner le match, tout comme être présent avec son équipe. Donc là, on peut même le voir sur l'image, c'est ça, c'est qu'en fait, au niveau sportif, au niveau des athlètes, on a toujours ce chef d'équipe qui est là pour ajuster, pour motiver, pour faire avancer son équipe. Donc Vincent, toi, le coach, il est présent lors du match. Fait-il vraiment une différence pendant les matchs, le fait qu'il soit sur le terrain et qu'il soit là, présent? Ouais, après, pendant le match, c'est plus dur parce que normalement, il y a quand même du monde, du coup, c'est plus difficile parfois de l'entendre. Ouais. Mais après, c'est à nous aussi, sur le terrain, de nous encourager, de nous parler, de vraiment se guider, en fait. Mais le coach, clairement, que ce soit à la mi-temps, avant le match, ou même après le match, ou en semaine, c'est vraiment lui qui impose ses idées. Et c'est, comme je te disais, c'est vraiment le chef d'entreprise de l'équipe, en fait. Et c'est vraiment lui qui va donner l'impulsion avec son staff. Donc, à travers sa vision et ses idées, mettre en place une tactique et un peu vous montrer la voie. Exactement. Ouais. Ok. Et justement, toi, avec tes employés, quel rapport entretiens-tu avec tes équipes? Alors, depuis le premier jour, on a décidé d'engager des gens avec qui on allait s'entendre. Donc, je ne sais pas si c'est juste ou pas de le faire, mais on s'est dit qu'on voulait créer une boîte avec des gens qu'on aimait bien pour aller au boulot tous les jours, pour voir des gens qu'on aimait bien. Donc, moi, je passe mon temps à faire de la tournée des restos et puis parler avec le staff et voir comment ça va. Je passe beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, à faire un petit peu de coaching pour voir ce qu'ils veulent faire dans la vie ou pas. On a beaucoup d'enfants perdus, comme je les appelle, donc, comme dans Peter Pan, qui ne savent pas quoi foutre de leur vie et qui se retournent dans la restauration. Et donc, je pense plus on est présent, c'est clair, plus ça les motive et plus ça leur donne un petit peu un axe sur lequel on peut focus. Parce que finalement, je crois qu'on a... Depuis les 8 ans, je crois qu'il y a une bonne quarantaine de personnes qui ont commencé des écoles hôtelières. Et donc, on a pu un peu donner le goût de ce métier. Ok. Donc c'est ça, c'est que ce soit au niveau entrepreneur ou athlète, donc le coach ou le manager ou l'entrepreneur est présent avec les joueurs. Ça permet d'observer, de justement ajuster la tactique au fur et à mesure et d'encourager son équipe, de donner des consignes et de pouvoir. Donc c'est pas en fait, c'est la même chose qu'au niveau du coach. Si le coach il reste dans les vestiaires à attendre que les joueurs viennent leur dire ce qui s'est passé pendant le match, pour l'entrepreneur c'est pareil. C'est qu'en fait les erreurs que souvent on fait, c'est de ne plus aller sur le terrain et de se déconnecter de la réalité. Justement, ce qui se passe après, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les équipes, on ne sait pas ce qui se passe à l'interne, ce qui fait qu'on peut vite être influencé par l'extérieur, par le regard des autres, par les concurrents, et du coup, ce qui engendre des décisions approximatives, qui sont finalement même pas cohérentes avec ce qui résonne en nous, avec notre vision de départ. Donc la présence est indispensable pour conserver justement ce double rôle. Je me suis tout Son double rôle, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que coach ou en tant qu'athlète, c'est qu'on a ce côté analyse, décision. Il ne faut pas qu'on oublie le côté communication, motivation. Donc, si je recite juste les points qu'on vient de dire, c'est ça. Donc, éclairer son équipe par sa vision, au niveau entrepreneur, au niveau athlète aussi. Soutenir et aider son équipe à ajuster, à gagner. Et conserver justement ce double rôle qui est important, qu'on oublie rapidement en tant qu'entrepreneur. Parce que la motivation est d'autant plus importante dans les moments difficiles. On sait que le taux de 100% de réussite n'existe pas. L'échec va faire partie de l'aventure. Il ne s'agit pas de se dire comment est-ce que je ne vais pas échouer, mais de savoir comment rebondir après l'échec, d'en tirer des leçons et de pouvoir rester justement motivé. L'échec permet, on va le voir au niveau sportif et puis au niveau aussi entrepreneurial, c'est que de se surpasser, de faire mieux, d'ajuster, d'avancer, de toujours viser plus haut et plus loin. Il s'agit de gérer l'échec et d'apprécier la réussite. Est-ce que toi, bon, au niveau de la réussite, je pense que tout se passe bien, mais justement, quand tu échoues, quand des matchs, donc, vous ne gagnez pas, est-ce que toi, tu as des rituels ou des méthodes que tu mets en place pour faire face à l'échec? Alors, comme tu disais juste avant, tu as besoin de l'échec pour
pour réussir. Tu peux pas réussir du premier coup tout le temps. Et c'est vrai qu'après les matchs, dans le vestiaire, souvent c'est moins la joie qu'après une victoire, ce qui est totalement normal. Mais des techniques, il y en a, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, mais il faut aller de l'avant. Quand on perd un match, c'est chiant, mais il y a un match le week-end d'après, il faut passer à autre chose. Et je pense que il y a un parallèle à faire dans la vie. Tu vas échouer, mais comment tu vas faire pour te relever et qu'est-ce que tu vas faire justement pour que la prochaine fois, tu mettes toutes les chances de ton côté pour gagner. Et toi, tu as une pratique ou quelque chose que tu mets en place? Est-ce que quand tu as perdu, justement, tu dis je vais aller me faire masser ou je vais aller faire un cours de yoga avec Soraya Non, je pense comme tout le monde, tu rumines un peu, mais comme je te disais avant, il faut vite passer à autre chose. Parce que plus de temps tu vas penser à ça, plus ça va t'impacter quelque part. Et je pense que c'est là où les grands athlètes sont bons, c'est que voilà, tu passes vite à autre chose et tu te dis ok, c'est passé, ça s'est pas bien passé, mais la prochaine fois je ferai mieux et tu vas vers l'avant, quoi. Ok. Georges, la restauration, c'est difficile. Oui. Les produits frais, les sous-traitants, les employés, les règles, les réglementations. Comment est-ce que tu gères justement ces pics de stress? Genre les coups durs, que ce soit avec ton équipe ou seul quand tu es à la maison? J'en parle. Je crois que c'est le premier truc, c'est que j'en parle autant avec nos équipes, j'en parle avec ma femme, j'en parle avec mes potes, j'en parle, on est hyper ouvert avec ça, parce que autant dans la restauration que je pense que dans le sport, on se prend des belles baffes. Mon angoisse, c'est d'aller regarder des reviews sur TripAdvisor et Google pour les différents restos. Et puis, de temps en temps, avec mon associé, on prend les pires, parce qu'on peut les rater par meilleur et pire, puis on prend les pires, puis on se marre. Parce qu'on essaye de plaire à tout le monde. C'est un échec pour nous, parce qu'il y a des clients qui sont partis, qui ne sont pas contents. Mais en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça nous a pris 5 ans pour mettre un produit végétarien à la carte. Et on a enfin fait, mais pendant 5 ans, on se faisait... les gens, ils nous aimaient, ce côté du monde ne nous aimait pas trop, quoi. Donc, tu n'avais pas beaucoup de membres SOAM qui venaient chez toi, quoi. Non, maintenant, tout le monde vient. Ou presque. Mais je pense, pour nous, c'était d'en parler. On en parlait avec les employés, on partageait un peu ce stress, parce que c'est pas parce qu'on a monté une boîte qu'il faut garder tout ça pour soi, ou qu'on est sur le terrain, on emporte, je pense, parce que sinon on craque. On craque et c'est pas fun. Bah non. Justement pas. Et donc l'idée, c'est justement de se dire qu'on réussit et on perd ensemble, que ce soit sur un terrain de foot ou que ce soit au bureau. Il s'agit que donc chaque joueur, chaque collaborateur apporte sa part de contribution à la réussite. C'est pareil pour l'échec. Donc, comme un joueur, je pense que quand vous gagnez, c'est genre vous partagez cette victoire ensemble ou cet échec ensemble. On ne va pas pointer du doigt, c'est à cause de toi, en fait, si on a perdu. Et je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est de se dire que s'il y a eu un échec ou quelque chose qui s'est mal passé au niveau des équipes, c'est pas venir pointer la personne, mais se dire qu'on peut faire pour remédier à ça. Venir en fait parler de cette intelligence collective. Nous sommes des intelligences individuelles, des membres des équipes qui vont pouvoir faire la différence et permettre de faire face aujourd'hui à des complexités au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer. En tant qu'athlète, on a vu qu'il y a ces dimensions globales, donc le jeu sur le terrain, qui est le sportif au sein de son équipe, guidé par son coach. Pareil au niveau de l'entrepreneur. Puis il y a la dimension personnelle, qui est la relation que l'athlète entretient avec lui-même, qui est aussi important de voir la relation que l'entrepreneur entretient avec lui-même. Puis qu'on sait que le premier job de l'athlète, c'est justement son premier objectif principal, c'est de mieux se connaître, pour trouver les meilleurs outils, les meilleures méthodes pour révéler son plein potentiel. En tant qu'entrepreneur, le challenge doit être le même. Il s'agit de développer la capacité à te discipliner. Donc Vincent, est-ce que tu as des pratiques, des méthodes que tu mets en place, que tu t'imposes comme discipline? Ouais, clairement. Faut pas se mentir, pour devenir athlète, il faut faire des sacrifices. Et ça, c'est au quotidien, mais après, ça c'est devenu un plaisir, personnellement en tout cas. Donc bien manger, le sommeil c'est important.
Voilà, pas sortir tout le temps, évidemment, parce que ton outil de travail, c'est ton corps. Donc, du coup, physiquement, il faut être en forme. Donc, ouais, vraiment l'hygiène de vie, la nourriture, le sommeil, c'est pour moi les choses, c'est la base en fait. Et il y a pas de hasard. Le travail, ça passe aussi par ça. Donc tu es hyper exigeant avec toi. Au niveau, par exemple, une de tes journées type en avant de match, ça va être quoi? On va dire 2-3 jours avant les matchs, parce qu'avant les matchs, tu fais pas forcément grand-chose, mais... Après, sans tomber dans la... Enfin, faut être sérieux, mais il faut aussi se faire plaisir. Mais la journée type, c'est l'entraînement le matin, déjeuner, souvent une petite sieste. Voilà, c'est On rêve de participer. le bon côté. Mais voilà, c'est pas se coucher à 3 heures du matin tous les soirs, parce que physiquement, tu vas le ressentir le week-end. Donc, c'est sans faire de choses exceptionnelles, c'est vraiment essayer de maintenir une routine et d'être consistant là-dedans. Donc tu vas essayer d'être régulier, tu vas être exigeant justement avec ton hygiène de vie. La régularité, elle passe par ça. Ouais. Georges. C'est le contraire, ouais. Attends, ouais. Donc la pression constante, Ouais, oui. hein, tous les jours compte, hein, puisqu'il faut payer les charges à la fin du Ouais, mois, ouais. il faut faire vivre son business. Donc qu'entrepreneur, on peut vite finir justement par s'oublier et pas avoir cette rigueur au niveau de l'autodiscipline, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, de la pratique sportive. Est-ce que toi, l'autodiscipline est un sujet qui te parle? Je suis nul en autodiscipline. J'ai un peu tendance à faire passer un peu tout le monde avant moi. Et alimentation, sommeil, on est ouvert 7 jours sur 7. On a nos propres bouchers et boulangers, puis le boulanger commence à 1h du matin. Et puis les équipes ils finissent à 1h du matin. Donc en fait, on a un truc qui tourne pratiquement 24 sur 24. Et puis il y a toujours des problèmes. Des coupures électriques, des machins. Donc là, j'essaie de déléguer les différents problèmes, mais au final, il y a quand même pas mal de choses qui remontent à nous. J'ai trouvé 2-3 trucs. On a notre bureau qui va être en face du tien, en face de ton studio bientôt, qui est tout près du lac. Donc dès que je peux, je vais me prendre 2 heures et c'est ben et paki, et puis on chill. Parce qu'on en a parlé souvent, tous les deux, oui. dire que c'est hyper important, ces temps de pause, ces moments où on prend soin de nous, parce qu'on pense qu'on est entrepreneur, on n'a pas forcément d'horaire, et du coup, si on décide de ne pas travailler un lundi, on se sent mal, quoi. Mais hyper guilty, quoi, ce soir, c'est infernal. Et même moi, le dimanche, parce que nous, le dimanche, c'est le jour qui est bondé. Tout est plein. Et le dimanche, normalement, sera un peu le jour où tout est fermé à Genève. Nous, comme des cons, on a décidé d'ouvrir de dimanche. Business-wise, c'est super parce que les restos sont pleins, puis il n'y a pas beaucoup de restaurants qui sont pleins, surtout que c'est plein d'enfants avec des poussettes et tout, donc c'est parce que les gens ils savent pas quoi faire avec leurs enfants les week-ends, donc ils viennent chez nous et où ils se promènent au bord du lac et donc on est quand même souvent sur place. Et donc, je peux pas. Le lundi, c'est là que tout l'administratif commence, donc je ne peux pas éteindre le téléphone le lundi. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de me tirer le week-end loin ou assez loin pour que je puisse rien faire. Et puis, tu délègues à tes équipes et tu décides de prendre un travail. Mais de force, quoi, parce que je suis pas là. Du coup, il faut que tu gères. Et puis, finalement, les gens, ils aiment bien être responsabilisés. Puis finalement, ça se passe bien. Mais beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc c'est ça. Donc l'autodiscipline. Elle passe déjà, on l'a pas vraiment évoqué là ensemble, mais déjà par se connaître. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois instaurer comme routine au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil? Il s'agit donc, comme l'athlète, on a vu, il se soumet à un entraînement régulier et difficile pour être au top au niveau de ses capacités physiques et mentales. L'entrepreneur, lui, par contre, il doit se recadrer lui-même. Il n'a pas forcément une équipe, un ostéo, un masseur, un nutritionniste. Donc en fait, on est obligé de s'accorder des moments de pause quand on a atteint l'objectif, ou justement, comme tu dis, partir en week-end et décider de déléguer à ses équipes. Parce que sinon, on part jamais en fait, du lieu et puis on travaille 7 jours sur 7. Donc il s'agit vraiment d'investir en soi. Donc l'évolution, que ce soit le changement, il fait partie du quotidien. Qu'on parle justement de nourrir aussi bien le corps et le mental. Il s'agit, on l'a évoqué avec Vincent, du sommeil, de la nourriture, mais également de notre environnement. Les personnes qui sont autour de nous, de notre relation intime aussi, est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, m'affaiblit ou vient me faire perdre de l'énergie, perdre justement cette concentration que je peux avoir, ce bien-être que j'ai à l'intérieur de moi? Donc, c'est toutes des questions, en fait, des facteurs qu'il ne faut pas oublier. C'est des pardons qu'on peut se dire, non, mais je gérerai ma vie personnelle après. Non, c'est important puisque ça va forcément avoir une influence sur nous, sur comment on va se comporter avec nos équipes au niveau de notre business.
Donc, la réussite, en fait, se construit tous les jours. On revient à ce challenge de départ, on a une vision globale pour ensuite définir notre champ d'action personnel. Un athlète, il s'écoute, il répond à des besoins, il ajuste ses ressentis sans cesse en fonction de ce qu'il ressent, de ce qui se passe, pour toujours garder cet équilibre. C'est important pour un entrepreneur de faire exactement la même chose. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est-ce que je peux gérer mon emploi du temps? Est-ce que je dois vraiment, ce soir, être présent dans cette réunion? Donc, c'est savoir aussi ajuster à son équilibre, d'être toujours dans l'exploration, dans l'observation constante. Donc, comme un athlète, l'entrepreneur vit sous la pression qui vient de l'extérieur. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on le soit conscient ou non, la pression est omniprésente. Et elle a forcément un impact sur nous. Donc, comment est-ce qu'on peut y faire face? Justement, et cultiver. Donc, il s'agit justement de cultiver cet état d'esprit d'athlète. On parle souvent d'athlète de force mentale, de motivation, de capacité d'attention, de reconcentration, de gestion du stress, de gestion de la blessure. Quels sont les outils que tu disposes pour justement être fort mentalement? Alors, c'est bien que tu en parles, mais moi j'ai découvert le yoga du coup il y a 3 ans. Et j'avais un peu cet a priori que c'était un truc un peu, pas forcément pour un athlète, c'était plus un truc de fille, moi. Le cliché de merde. Et en fait, je me suis rendu compte que physiquement, ça m'apportait énormément, mais aussi mentalement. Ça m'aidait à me calmer, ça m'aidait à être moins stressé. Et après, c'est comme un engrenage, en fait. Et plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire. Et il y a aussi la méditation, tu en parlais tout à l'heure. Ça m'aide aussi le matin à me dire, OK, donc ma journée va se passer comme ça, quels sont mes objectifs. Et voilà, le yoga, surtout, la méditation aussi. Et voilà. Ok. Et toi, Georges, comment est-ce que tu fais face justement au stress que tu peux avoir avec ton équipe, tes différents établissements? Comment est-ce que tu gères aussi la perte de motivation? Des paquets. Non, moi j'ai un truc assez bizarre, c'est que j'essaie de me déconnecter en trouvant une autre passion. J'aime beaucoup lire. Il y a 2 ans ou 1 an, je me suis mis en tronche qu'il fallait que j'apprenne à piloter un avion. Et donc j'ai commencé à me mettre à fond là-dedans et ça me donnait en fait le temps de pause d'oublier un petit peu ce qui se passait dans la boîte, qui tourne un peu tout le temps, pour me focus sur ce que j'ai envie de faire et de faire mon truc. Et ça me déstressait vachement. Ça me détendait vachement de sortir un peu de ce monde, parce que le problème qui est, je pense, pareil pour un athlète, un entrepreneur, c'est que la boîte qu'on monte n'est pas juste un boulot au final. On y pense tout le temps. Bah bien sûr, mais tout ça le fait temps, partie. c'est infernal. Ouais. Il y a des checklists au bord du lit, dans le téléphone, dans le truc, on envoie des emails à n'importe quelle heure, on se réveille. Et juste de s'arrêter un moment et de pas y penser parce qu'on pense à autre chose, m'a vachement aidé en fait. Donc je sais pas si c'est juste, et je devrais clairement faire du yoga. Je l'ai fait 2-3 fois. Bon, tu es déjà venu aussi, tu en as fait 2-3 fois. Oui, tu m'as dit que tu allais reprendre une pratique régulière bientôt. Bon, ça fait maintenant 6 mois que tu me dis ça, mais faux. je pense que tu vas revenir. Je sais jamais bientôt. quoi mettre pour aller au yoga, donc j'ai des shorts et après tu vends des shorts. Tu m'as dit de créer une collection, Soham. Mais oui, exact. C'est des leggings, je vais avoir trop de choses, j'en sais rien. C'était moi ou toi? Non, c'est moi. Mais il faut que je recommence le yoga, oui, absolument. Et puis en plus, tu seras en face de chez moi, donc j'ai plus d'excuses. Mais le sommeil aussi, je crois que c'est un super bon truc. On a tendance à oublier le fait de tous ces CEO de grosses boîtes qui disent qu'ils dorment 4 heures par nuit pour se lever, pour faire du yoga justement, et de la méditation, puis ensuite lancer la boîte. Je pense que c'est pour moi une monstre connerie. Moi, j'ai besoin de mes 7 heures. Si je dors pas 7 heures, je suis infernal. J'arrive pas à réfléchir. Et je pense que c'est pareil pour toi. On a besoin du sommeil. Et puis, j'ai une fille de 9 ans, de 9 mois. Tu allais dire, waouh, elle a grandi super vite. Elle a grandi tellement vite. J'ai pas assez dormi hier soir. J'ai une fille de 9 mois et on apprend vraiment là le manque de sommeil, comme ça nous flingue. Et donc voilà, sommeil, bain des paquis et puis je sais pas, voler des avions, pour moi c'est un peu ça le secret. Ouais, donc c'est important, comme tu dis justement, on parle justement des états d'esprit d'athlète, de se libérer mentalement pour créer de l'espace et pour pas rester tout le temps dans cet engrenage de penser à son business et de faire finalement que ça. Donc on voit que tout part finalement du mental, que les instructions que tu donnes, les instructions mentales pour au corps,
pour que le corps puisse agir. En fait, c'est de trouver justement, comme tu viens de dire, des méthodes et des outils qui nous conviennent, qui vont pouvoir nous aider à maintenir cette force mentale, à continuer de croire en la vision. Et justement, pour y arriver, il faut du temps, il faut de la volonté, il faut de la régularité. On en parle, c'est souvent des qualités qu'un athlète possède et que nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a souvent pas le temps, on est fatigué, et puis aujourd'hui, on ne le fait pas et on le fait demain. Donc, il s'agit vraiment de travailler sur ces 3 facteurs, en fait, temps, volonté et régularité. Et surtout, de ne pas perdre cette vision en tête et de toujours penser plus grand. Au moment où on affirme quelque chose, on sait qu'on entraîne le mental à se conformer à nos attentes. Ce qui veut dire que si j'ai des faibles attentes, j'aurai des faibles résultats. Le cerveau humain ne peut accomplir que ce qu'il pense pouvoir faire. L'athlète, lui, veut exceller dans son sport, comme l'entrepreneur est le chef d'orchestre qui, lui, est la tête du navire. Donc, tu parlais tout à l'heure, Vincent, de yoga, méditation. En quoi ces pratiques, aujourd'hui, elles sont vraiment devenues essentielles, peut-être plus au niveau mental que physique? Après, il y a un vrai lien entre le physique et le mental. Et ça, parfois, chez l'athlète, les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils doivent juste jouer le week-end et ils se disent « Ok, ils courent sur un terrain ». Mais tout ce qui se passe dans ta semaine, dans ta vie de tous les jours, va jouer sur ton physique. Donc, le mental, pour moi, c'est aussi important que le physique. Tu peux être le meilleur athlète possible. Si mentalement, ça va pas, si dans ta tête, ça se passe, si t'es pas bien, tes performances, elles seront pas aussi bonnes. Parce qu'à un moment sur le terrain, ce qui fait la différence, ça va être aussi au niveau de comment est-ce que tu vas réagir face au stress, face à tout ce qui va se passer sur le terrain. En fait. Donc tu dois vraiment être mentalement hyper focus. La concentration, c'est une des choses les plus importantes et c'est une des choses les plus difficiles. C'est difficile d'être concentré pendant 1h30 sur quelque chose. Et je pense que c'est pareil dans une entreprise. Quand tu fais quelque chose, c'est rapidement facile en fait, de se laisser déconcentrer. Et pour moi, c'est une des choses les plus dures. Et c'est sûr que le yoga, la méditation, ça aide mentalement pour ensuite, physiquement, être mieux. Bon, du coup, tu as déjà répondu à ma question. Tu m'as dit que tu essayais d'apprendre, de lire pour t'évader, pour pouvoir justement rester fort mentalement et rester justement focus sur ce que tu fais. On voit qu'au niveau de cet état d'esprit d'athlète, il s'agit... Ce qui peut être intéressant de prendre au niveau athlète pour un entrepreneur, c'est d'avoir l'audace de toujours viser toujours plus haut et toujours plus grand. C'est ce que l'athlète fait. En fait, il essaie d'exceller et de se surpasser à chaque fois. Et ça qui est intéressant de voir dans leur quotidien, dans leur routine, et d'être toujours en évolution constante. C'est compétition. C'est ça, compétition. Et on a pu le voir justement, le fait de penser plus grand que sa réalité. On a pu le voir chez des grands hommes et grandes femmes comme... Gandhi, Steve Jobs, Martin Luther King, c'est des personnes en fait qui entretenaient dans leur esprit une future réalité qui existait potentiellement, pour faire de leurs idées une réalité. Ils avaient tous un rêve, une vision, un objectif plus grand qu'eux-mêmes. Leur croyance était tellement réelle qu'ils se sont mis à vivre comme si leur rêve existait déjà. Au niveau de l'athlète, au niveau de l'entrepreneur, c'est pareil. Il s'agit en fait d'attirer ce qu'on souhaite. Il s'agit d'imagerie mentale, de répétition mentale. On utilise d'ailleurs cette méthode, cette imagerie mentale est utilisée dans différents sports. Pour donc la concentration, comme tu l'as dit, la visualisation, ce sont les premiers pas pour atteindre un objectif. Comme d'optimiser tes performances en toute conscience. Donc par exemple, si demain tu souhaites sculpter ton corps, forcément tu vas exercer chaque jour tes muscles et avoir une alimentation saine et équilibrée. Si tu pratiques 1 demi-heure par semaine et tu manges des aliments gras, ça va être difficile d'avoir les résultats souhaités. Pour le mental, c'est pareil. Il s'agit de surveiller les pensées tous les jours, de ne pas se laisser polluer par des messages négatifs, par des pensées négatives, d'être positif. Ça paraît simple et bête, mais faire attention à ce qu'on pense, à ce qui vient dans le mental. Être positif, c'est réussir justement à contrôler les peurs, à croire en ses rêves, à visualiser, à laisser entrer les opportunités. Il s'agit d'installer justement ce climat intérieur positif, ouvert aux opportunités. Vincent, est-ce que toi, ça te parle justement ce dialogue mental, le fait de des fois te laisser polluer par des pensées qui sont négatives, qui du coup vont réduire ton niveau de concentration, de motivation? Clairement, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, que tu sois athlète ou chef d'entreprise. Tu as toujours des moments un peu plus difficiles et tu as toujours des doutes.
que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Et les pensées positives, clairement, c'est important parce que voilà, c'est qu'est-ce que je vais faire pour aller bien, pour que ça se passe bien, qu'est-ce que je dois faire pour que aujourd'hui je sois bon à l'entraînement. Et clairement, la méditation, ça m'a aidé par rapport à ça parce que voilà, le matin, j'essaie de visualiser ma journée et je me dis, ok, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais essayer de bien me concentrer là-dessus et justement d'amener cette positivité et l'exprimer en fait à haute voix pour que ça en devienne une habitude et que ça en devienne normal en fait. Parce qu'on a ça aussi en yoga. C'est intéressant parce que, bon, c'est moi j'ai pu voir avec différents athlètes, le fait de répéter justement des phrases positives et de se les répéter, et puis de créer justement ce schéma, en fait, de dire je construis ma journée de telle façon et tu te le répètes mentalement. Et le matin, quand tu te lèves, c'est comme si tu sais déjà comment tu donnes le ton, en fait, Clairement. de ta journée. Et toi, Georges? Est-ce que le fait de... Bon, tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un d'optimiste. Oui. Mais est-ce qu'il y a des fois où tu fais la tête, où tu n'es pas bien, où tu es négatif, où tu n'as pas envie, où tu sens que tu te laisses un peu guider par ces pensées qui sont toxiques? C'est quand je dors pas assez. C'est c'est tout toujours con, mais quand je dors pas assez, c'est la fin du monde. Non, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que mon boulot, moi, je suis plus dans l'opérationnel, dans le business. Donc, mon boulot, c'est un peu de prévenir tous les trucs qui peuvent aller mal. Donc, j'ai l'impression d'y penser, mais pas négativement. Je pense aux trucs qui vont aller mal, mais comment est-ce que je peux les prévoir, les réparer? Tu identifies ce qui est mal en disant il y a une solution quoi qu'il arrive. Et il faut qu'on trouve une Il faut solution, trouver une parce solution. qu'il n'y a pas d'autre choix. Il y a, par exemple, là, il y a un virus qui nous arrive sur la tronche. Qu'est-ce qu'on va faire dans les restos? Et puis, je parle de ça à longueur de journée actuellement, juste pour prévoir qu'est-ce qu'on fait avec le staff, qu'est-ce qu'on fait avec la bouffe, qu'est-ce qu'on fait avec les clients, et comment est-ce qu'on prévoit et trouver des solutions cool, drôles et sympas. Est-ce que c'est plus dans la livraison? Est-ce qu'on met un petit mot? C'est plus dans... C'est pas de voir les problèmes négativement, mais au contraire, comme peut-être une solution d'amélioration ou de faire quelque chose de plus positif. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, qu'il y a un petit peu de tout, quoi. C'est pas... j'aimerais bien tout le temps penser positivement, mais je crois que je suis un éternel optimiste, peut-être trop. Mais on n'est jamais trop optimiste. Mais ça m'aide en tout cas vachement. Non, parce que ça peut paraître simple pour toi, mais c'est vrai que ça peut être super difficile surtout quand tu es dans des situations quand tu as plein de responsabilités et de problèmes, et puis quand tu te sens vite envahi par tout ça, tu peux vite te laisser avoir avec ce cercle vicieux, ces pensées négatives, et te dire mais en fait je vais jamais m'en sortir. Et de pas te dire mais comment est-ce que je peux voir le positif quand tout est négatif autour de moi? C'est super dur. Donc c'est pour ça que d'avoir des outils et des pratiques qui peuvent nous convenir et nous aider à revenir à ce mindset, à cet état d'esprit positif, à se dire que, ok, faire la part des choses, prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Ça, ouais. Et donc en fait, c'est ça, c'est de se dire que dès qu'une pensée s'égare, c'est de la reformuler et de la remettre sur le droit chemin, de la remettre sur le chemin justement de ta vision, de tes objectifs. Il y a à peu près 60 000 pensées qui tournent dans le cerveau chaque jour. Donc il s'agit de faire taire justement ce petit comité qui est là, qui dit « mais non, tu vas pas y arriver, mais si c'est ça, non. » Parce que ça commence à prendre trop d'importance. Et en fait, le problème, c'est que les pensées négatives sont finalement les pires ennemis, celles qui vont freiner le changement, qui vont freiner l'évolution, parce qu'ils aiment bien ce qui est confortable, ce qu'on connaît. Ce qui est inconnu, c'est horrible pour le cerveau, pour le mental. Donc il s'agit de justement de vivre dans le présent pour saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Parce que si tu es dans un état mental négatif, tu ne vas même pas voir ce qui se présente à toi. De toute façon, tout sera négatif autour de toi. Tu verras que noir, finalement, autour de toi. Si tu es positif et tu es ouvert, tu seras capable de saisir les opportunités, de te dire, OK, il y a ça qui vient à moi. Est-ce que ça résonne juste en moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je sens la personne? Est-ce que c'est en phase avec mon business? Et là, tu décides d'y aller. Si à la base, de toute façon, tu es négatif et tu n'as pas envie et que tout est noir autour de toi, tu ne vas même pas pouvoir apercevoir ces opportunités. Donc, il s'agit justement de trouver des outils pour nourrir le mental, pour planifier ses choix mentalement, de vivre dans le présent et de rendre justement l'impossible possible, de se détacher du vrai, du faux, si on fait comme ça, il faut que ce soit fait comme ça, ah ben non, lui, il l'a pas fait comme ça, mais j'ai appris qu'il fallait faire comme ça. Non, en fait, c'est être audacieux, être créatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour moi, comment est-ce que moi je veux le faire, comment ça résonne en moi, et de se détacher de ces notions de perfection, de rapidité,
Il s'agit de gagner le match en prenant du plaisir à jouer. Donc d'investir en soi et de cultiver justement la patience, la diligence, l'intention, d'avoir une intention claire sur ce qu'on veut faire et de se faire confiance pour créer ta réalité en prenant contrôle de ton plein potentiel. On parlait au niveau entrepreneur, au niveau athlète. Donc il y a des vérités à intégrer comme que tout ce qu'on fait en fait au niveau entrepreneur, tout prend racine en nous. On est donc les chefs d'orchestre, les entraîneurs, les coachs. Qu'il s'agit de mieux se connaître pour mieux performer. Qu'il s'agit d'être authentique pour attirer les opportunités, pour vivre dans le présent et pouvoir déterminer le futur. Et comme Vincent Sasso, cultiver l'état d'esprit du succès. Et ça ne marche pas. Ah non, j'avais son truc qui était trop cool. J'adore ce jeu. Ouais. Si j'ai envoyé. Je vais le laisser en boucle, juste parce que c'est... C'est vachement bien. Je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Merci à toi. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci d'être venus. C'était trop bien. Merci. En plus, sans le vouloir, j'ai respecté le timing. Je suis super. Tu étais on time. On va passer à une petite période de questions-réponses avec nos invités. Donc, si vous avez une question pour eux, levez la main et je vous amène le micro. C'était récemment en plus, sans un de tes matchs. Et puis, du coup, ils ont créé un... Merci beaucoup pour cette présentation très dynamique et intéressante. Très sympa. Alors moi, j'avais juste une petite question pour Soraya. Je me demandais où allait être ton nouveau centre de yoga et pratiques spirituelles. En face de Hamburger Foundation. Là, c'est rue Plante-Amour et rue du Léman. Donc toujours au Paquis. Mais il y aura les deux centres. Donc Prieuré, ce sera essentiellement yoga, danse, méditation, conférence. Et Plante-Amour, salle de thérapie, 3 cabines de soins, grand dojo de tatami pour les arts martiaux, et puis un espace cafette, lounge, boutique. Ça va être cool. Magnifique. D'autres questions? Je crois qu'il y a un monsieur caché derrière. Bonsoir, merci encore pour votre présentation très parlante. Une question pour Georges. À partir de quand est-ce que tu as pu commencer à prendre des week-ends? C'est une très bonne question. 5 ans, je dirais. Ça m'a pris 5 ans. Ah oui, quand même. Ouais, mais j'ai fait une connerie. C'est que je me suis inscrit, je me suis battu avec le canton et l'Union maraîchère de Genève pour avoir un emplacement pour le food truck le dimanche sur la plaine de Plain-Palais pour le marché, sans savoir que je ne pouvais pas déléguer le choix de la personne qui va à 7h30 du matin prendre l'emplacement. Ça peut que être mon père ou mon fils, parce que c'est l'Union maraîchère, et puis ils ont une loi qui date de 1911, très exactement. Et donc, je devais me lever tous les dimanches matins à 6h pour aller me battre pour mon emplacement avec le food truck, que je laissais, parce que ça sert à rien d'ouvrir un food truck avec des burgers à 7h du matin, pour ensuite ouvrir à 11h30. Et donc, du coup, moi, j'ai bossé tous les dimanches je devais aller choper cet emplacement tous les dimanches jusqu'à là. Et surtout qu'on était on call pour aller filer des coups de main sur les différents restaurants. S'il y avait des coups de bourre, puis il y avait tout le temps des coups de bourre. Le restaurant qui est au Paquis, en face du nouveau studio de Soraya, on a une terrasse de 80 personnes. Et on pouvait avoir 20 personnes sur cette terrasse, comme on peut avoir 400 en liste d'attente. Et donc ouais, pendant 5 ans, j'ai fait que ça pendant 5 ans. Et le seul moyen de déconnecter, c'était de me tirer. Oui. Comment vous prévoyez chez Hamburger Foundation l'évolution de la chaîne? Est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres concepts que vous pensez pouvoir développer dans le proche avenir? C'est une bonne question. Pour l'instant, on a monté une petite centrale de prod avec nos propres bouchers et boulangers. J'ai pas une maîtrise en finance ou en comptabilité, donc on est un peu ouvert comme ça parce que c'était une opportunité. Mais je sais que je peux rajouter encore 2-3 restaurants pour bien faire tourner cet espace. Donc du coup, je pense qu'il faut qu'on continue à grandir un petit peu. Mais je passe pas mal de temps avec pas mal d'entrepreneurs qui veulent ouvrir leur boîte ou faire d'autres concepts.
pour leur filer un petit coup de main, juste pour les business plans ou juste pour un peu les motiver, parce que je suis convaincu qu'il y a une tonne de choses à faire à Genève. Il y a une tonne de choses qui n'ont pas été faites. On voit le succès de Soraya, où elle ouvre son deuxième espace. Ça fait quoi, 2016, t'as dit, donc en 3 ans. Ouais. Et 88, et l'espace est gigantesque. C'est vrai qu'on est en 2020, moi je vais jamais y arriver. Et, Ça passe vite. et donc il y a vraiment plein de trucs à faire. Et en oubliant toutes les crises qui se passent maintenant, toute la brousse qui se casse la gueule, les virus et tout, on s'en fout de ça parce qu'il y a quand même, Genève, moi je suis convaincu qu'il y a, il y a un potentiel gigantesque de choses à faire. Merci. Monsieur? Merci. Excuse-moi. Ok. Question pour Georges. Je pense que lâcher prise, c'est aussi savoir déléguer. Quel conseil tu donnerais pour mieux savoir déléguer? Tiens, c'est infernal de déléguer. Infernal. Le micromanagement, le côté un peu... ouais, c'est infernal. C'est vachement dur, mais dès qu'on commence à le faire, on y prend goût. C'est assez bizarre. Et puis, on se détache assez facilement du côté émotionnel, en fait, du taf. Ouais, je crois que c'est baby steps. Il faut aller étape par étape par étape et surtout laisser les gens faire des conneries. C'est le plus grand truc. Bah oui. C'est le truc qui est le plus difficile à faire. C'est de laisser les gens faire des bêtises et pour qu'ils apprennent par eux-mêmes parce que sinon, je sais pas, si je me fais shooter par un tram demain, toute la boîte s'écroule et puis c'est complètement débile de monter une entreprise comme ça, dépendant de trop de personnes. Donc ouais, je crois que c'est surtout ça. Il faut être prêt à assumer à assumer le connerie, disons les bêtises ou les mistakes des autres. Ouais, pour déléguer. Ça va faire un peu réchauffer. C'était pour Georges. Plutôt une proposition qu'une question. Oui. Je suis instructeur de pilotage et je suis aussi le fondateur du label Zero Wave Zone, qui est un label pour protéger des ondes électromagnétiques. Okay. Et j'envisage la franchise. Donc on va faire un deal, je t'apprends à piloter et tu m'apprends à monter une franchise. Ça m'intéresse vachement, avec grand plaisir. Je trouve ça génial, bravo. Tu vois, t'es pas venu pour rien. On sait jamais. On peut parler d'une chose, par contre, tu arrives à revenir 3 slides en arrière. Ça fait un truc depuis le début, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un truc qui me trottine dans la tête. Voilà, arrête-toi là. Qui attache ses lacets comme ça? Ça fait depuis le début que je suis croché là-dessus et j'arrête pas d'y réfléchir. Et je voulais juste savoir est-ce qu'il y a des gens qui attachent leurs lacets comme ça dans la salle? Toi, tu le fais? Non? Tu le fais, Vince? Tu le fais, toi? Non, ok, personne ne le fait. Ça va alors. C'est très classique, double. Merci. Comme ça, au moins, on a fait un peu de populaire. C'est bon, je suis pas. Merci. L'affaire du lacet est réglée. Ouais. J'ai une dame juste là. Oui. Alors, c'est une question encore pour Georges. Vous avez dit que vous recrutez des gens que vous aimez bien, mais vous ne les connaissez pas toujours. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des erreurs de recrutement? Plein. Et maintenant, qu'est-ce que ça vous a appris et comment vous y prenez? Je pense toute l'expérience de monter une boîte et d'être là, par exemple. Soraya, je l'ai rencontrée quand elle commençait, elle avait l'idée qui était là, puis elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. Tout vient de là, c'est que du gut feeling. Et j'ai beaucoup d'entretiens. Nous, on a une 50aine de jeunes qui postulent chez nous par semaine, qui veulent venir bosser. On fait le Montreux Jazz, on a Bronzette maintenant au bord du lac, qui est cet espace-là, juste à côté des Bains du Paquis. Et tous les entretiens et tous les gens qui font les entretiens chez nous, je leur demande de prendre le manager du restaurant plus n'importe qui est autour et qu'ils incluent les gens et qu'ils parlent vraiment de comment ils ressentent la personne parce qu'en fait, on va bosser tous les jours avec cette personne et il faut qu'on ait déjà un bon feeling avec le truc. On a eu plein de gens où on pensait que ça allait bien se passer puis ça s'est assez mal passé et je sais pas, c'est un peu comme Love Island, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. La personne, il faut on est obligé d'arrêter avec la personne. Puis heureusement, en Suisse, on a le droit qui fait qu'on a le droit d'arrêter avec quelqu'un avec un temps de préavis, juste parce que ça le fait pas. Puis ça n'a rien de forcer des relationships. Donc,
Ouais, mais ça fait partie des erreurs, c'est ça qui est sympa en fait aussi, parce que sinon, ce serait trop facile sinon. Tout le monde ferait des burgers et des salles de pas tout le monde serait athlète. Moi j'ai tenté, hein, mais j'y arrive pas. Ouais. Merci. Merci pour cette conférence très intéressante. Moi, je travaille dans la restauration, mais Bravo. Je vais vous tirer mon coup de chapeau, Georges, pour votre entreprise. Ma question s'adresserait plus à Vincent, le sportif. Je suis assez curieux. On parle souvent de l'après-carrière, et je suis assez curieux de savoir un peu comment ça se prépare, même si vous êtes encore jeune, vous avez encore une belle carrière, vous êtes en défense. Mais ça se travaille comment? C'est un peu à tâtons dans votre temps libre, vous aiguisez votre curiosité, vous bâtissez votre réseau, ou comment ça va se jouer tout ça? Parce que c'est critique, on voit beaucoup de sportifs qui malheureusement ont des entre guillemets destins tragiques malgré leur belle carrière de sportif. Donc un peu. Alors pour ma part, je commence à y penser de plus en plus. Après, c'est difficile à dire, je pense que c'est assez personnel. Moi, je sais que j'ai toujours rêvé d'être entraîneur, donc ce serait la suite logique et entre guillemets la chose la plus facile à faire. Après, ça dépendra d'où j'arrêterai ma carrière, à quel âge, dans quelle situation je serai, mais pourquoi pas ouvrir un food truck avec, ouais. Mais j'ai pas une idée arrêtée en tête, même si voilà, j'ai cette idée d'être coach, mais j'adore la nourriture pour le coup, et pourquoi pas ouvrir un restaurant, pourquoi pas, ça dépendra. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai une question. Comment vous traitez quand vous avez des doutes sur ce que vous avez fait, que vous y arrivez, si vous dites pourquoi je me suis lancé, je vais jamais y arriver, mais vous avez abordé avant un petit peu le sujet, mais aussi de dire comment vous traitez les opinions des autres. Je pense aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est pas évident et tout d'un coup on s'en doute. Qu'est-ce que vous faites pour de nouveau de gagner la confiance? Je pense que c'est comme tu disais, c'est ce truc de se faire confiance et de ressentir ce pourquoi on l'a fait à la base en fait, et de revenir toujours à cet instinct. Parce que forcément, la concurrence, elle est là. Les réseaux sociaux, c'est super difficile parce qu'après, il y a beaucoup de mimétisme, plein de personnes aussi qui vont faire la même chose. On a Il y a quelque chose que disait Georges tout à l'heure. Il disait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que c'est... Nous, c'est pareil. Parfois, après un match, si on n'a pas été bon, on peut voir des commentaires de supporters et ils disent « t'es nul, tu sais pas jouer au foot ». Mais ça fait partie du jeu quelque part, et c'est pas parce qu'il y a 2-3 personnes qui vont dire que je suis nul qu'il faut que je me mette en tête que voilà, je suis devenu nul. C'est vraiment quelque chose où il faut avoir confiance en soi, il faut cultiver ça, il faut pas douter parce que la première personne vient te dire que t'as pas été bon et que tu sais pas jouer au foot. Et je pense que c'est... on parlait de ça justement, de ces pensées toxiques, c'est de ouais. revenir et recadrer le truc. Pourquoi est-ce que je le fais à la base? Pourquoi est-ce que je le fais? De ne pas laisser ce doute et cette anxiété s'installer à l'intérieur, se dire ok, je me recadre, je me remémore pourquoi est-ce que je le fais et je reviens à ma vision, je reviens à mes objectifs. Je pense que Georges, voilà, quand tu lis un commentaire mauvais, tu te dis pas ok, tu acceptes la critique et peut-être que tu l'entends, mais tu vas pas tout remettre en question parce que voilà, il y a une personne qui a dit que les frites elles n'étaient pas assez salées ou... Non. Je sais pas. Non, ça remet quand même un peu. Ouais, on a besoin de critiques parce que sinon tu deviens un peu Napoléon et tu fais ton machin, mais tu fais ce que tu veux. Mais je comprends complètement où vous êtes là avec si j'ai des doutes, qu'est-ce que je fais. Ma femme, elle parle beaucoup de vision board, qui l'aide beaucoup à avoir un truc au mur, comme ça on peut regarder quelque chose qui nous garde un peu dans l'esprit, dans la vibe dans lequel on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est génial, ça, des big picture. Ouais, mais c'est un truc très dreamy, mais c'est ça qu'on a besoin parce que ça nous tend toujours vers le truc, puis ça nous rappelle le truc. Et on va avoir beaucoup. Nous, une mini histoire, rapidement. On avait, avant de monter le food truck et de construire cet empire du burger, on a fait une dégustation avec tous nos potes, friends and family, pour goûter enfin ce burger sur lequel on avait passé 8 mois
à tester la viande, le pain, le truc, etc. Mon associé Marc, qui est historien et philosophe, donc il ne sait pas comment un frigo marche, avait foutu les steaks dans sa bagnole pendant 2 heures en se disant non mais c'est bon, ça tient. Dans la voiture, on avait fait cuire ça pour notre pauvre malheureux qui était venu bouffer le truc, et le burger était dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Puis on avait 30 personnes qui avaient faim, avec des enfants et tout. Et il n'y a rien de pire qu'un enfant qui a faim, parce qu'après les parents ils stressent, et tout le monde stressait. On a commandé des pizzas finalement. Mais juste pour dire que il faut tenir le coup, parce qu'il y a plein de choses à faire, et il y a plein de choses à faire mieux. Et je pense que les Suisses, ils sont assez bons là-dedans, dans le fait où les Suisses, c'est pas forcément les plus créatifs, les Suisses, mais ils sont top en design, ils sont top à prendre quelque chose et le rendre encore mieux, et de le faire encore mieux, de passer du temps dessus. Je prends les montres, par exemple, ils reprennent quelque chose et puis ils le font encore mieux, encore plus cool, encore plus stylé. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un a déjà fait quelque chose qu'il faut pas le faire. Parce que je pense qu'il y a toujours moyen de le faire mieux, et c'est là qu'on s'éclate, en fait, c'est là qu'on peut se marrer. Peut-être une dernière question avant de passer à la fin de la conclusion. Bonsoir. À quel moment vous avez eu le déclic pour entreprendre, et éventuellement est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un déclic pour entreprendre? Moi, le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai quitté le Brésil, où je suis revenue m'installer à Genève. Ça faisait 10 ans que j'avais quitté Genève. C'est comme si à un moment, on est tellement stimulé et tellement convaincu et déterminé par ce qu'on veut faire qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. Je ne me voyais pas revenir dans le marketing digital, intégrer une team. Je me disais, non, en fait, c'est là, il n'y a pas d'autre choix, en fait. C'est une évidence. Ça devient une évidence que la vision est là, la motivation est là, l'idée est claire. Et finalement, après, c'est de balancer, en fait, de commencer à entreprendre et puis de voir comment ça se passe, comment est-ce que les choses réagissent autour. Et si tu vois que tout est fluide et que tout fonctionne, si tu dois forcer la chose, c'est que peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas juste. Mais si tu vois que les choses s'ouvrent à toi et les opportunités arrivent et tout part de manière fluide, c'est que c'est à lieu d'être, et que c'est finalement, puis ça résonne juste en toi, tu le sais, tu le sens. Mais je pense que c'est de commencer, d'agir, d'avoir la vision et de le faire. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Ouais, j'avais un super boulot avant. J'étais chez Procter & Gamble et je travaillais dans la logistique. C'était génial parce qu'on avait des week-ends, on était hyper bien payés. On avait des Red Jeans Fridays où on peut venir en pantalon rouge les vendredis et tout. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, et puis j'avais une discussion. De temps en temps, on allait boire des verres après le boulot avec pas mal de gens parce que c'est assez multiculturel, Procter & Gamble. Et j'ai passé une demi-heure à parler avec un Suédois parce qu'il hallucinait sur la taille de la pièce de 5 francs qu'on a ici en Suisse. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment passer 15 ans dans une boîte? Ils sont hyper sympas, hein, tous ces gens, mais est-ce que je veux vraiment passer mon temps libre à parler de ça et ce genre de truc, ou est-ce que j'ai envie de monter ma boîte? Et au final, mes deux autres associés, ils étaient un peu dans la même situation, pareil, des pièces de 5 francs, mais un peu genre dans leur boulot qui leur plaisait pas. Et on avait tout juste pas 30 ans, puis on s'est dit, bon, maintenant on attaque, avant qu'on ait des enfants et des trucs et trop de responsabilités, puis on fonce et puis on fait le truc. Et au pire des cas, si on se plante, bon, on ira faire des mojitos ou des caipirinhas au Brésil. Mais c'est très Procter & Gamble. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent justement de cette entreprise. Vous apprenez ce truc. J'ai fait 3 ans dans notre truc. Ouais, parce que je pense qu'ils parlent tous de pièces de 5 francs, puis ils en ont ras-le-bol, quoi, au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, il y en a pas mal qui deviennent entrepreneurs après Procter. Mais il y a un déclic, mais il y a aussi le fait que on peut faire les deux, on peut bosser en même temps qu'on commence à monter nos boîtes et puis on y pense. Et il y a une chose que les gens ils ont tendance à oublier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps. Les gamins, les trucs, les machins. Mais si on veut vraiment faire quelque chose comme passer son brevet de pilote d'avion, où il y a des cours de théorie infernales sur des trucs physiques que j'ai pas fait depuis longtemps, on trouve le temps pour quelque chose qu'on peut vraiment faire. Donc si on veut vraiment monter sa boîte, ça vient de là de nouveau. C'est un truc où on trouve le temps, on pense qu'à ça. Et si vous n'êtes pas encore là-dedans, peut-être c'est pas encore la bonne idée, ou peut-être qu'on peut tweaker le truc et brainstormer encore plus. C'est pour ça que c'est cool de parler avec d'autres gens des idées. Il ne faut pas avoir les boules que quelqu'un va piquer votre idée et puis tout de suite te recopier, parce que vas-y pour ouvrir ta boîte et monter ta société, tu vas payer ton notaire à travers PostFinance
pour ouvrir la boîte, parce que c'est pas si simple que ça. Donc il faut en parler des trucs, parce que le brainstorm, il vient de là, je pense. Et puis c'est là que les bonnes idées se créent. Clairement. Ouais, foncez. Parfait, merci beaucoup. On va finir sur ces mots. C'était bien. Merci beaucoup. Ouais, ouvrez votre boîte. Du coup, pour rebondir sur les mots de Georges, pour tester votre idée, ça sera les Pitching Bars. Donc le prochain cool, ça. Pitching Bar, ça sera avec l'Université de Lausanne sur la thématique de la durabilité. Donc dans le café Le Gramme, qui est un café et un marché aussi social. Et ensuite pour la Genève, ça sera Pitching Bars Fondetech aux Halles de Lille. Et donc là, c'est pour tous les projets de la ville de Genève notamment. Donc, si vous souhaitez y participer, et c'est important parce que l'ensemble des projets seront évalués selon l'acclamation du public. Donc, plus vous criez, plus vous allez applaudir, plus les entrepreneurs vont pouvoir gagner les prix proposés. Donc voilà, donc, je vous remercie énormément d'être venus. Maintenant, il y a un petit apéro qui vous attend. Puis si vous souhaitez encore échanger avec Vincent, Soraya ou Georges, je vous y invite. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Merci. Just believe.